je propose un récit anthropologique. Dans les premiers temps, les hominidés vivaient comme nos cousins les animaux, en troupeaux, hordes, meutes, etc. Ils possédaient une cohésion de groupe. Les loups ne se mangent pas entre eux. Né avant le langage, c'était l'hospitalité, devenue plus tard l'humanisme. C'est Scherrer qui m'a appris ça. Lorsque nous étions préhistoriques, chasseurs, cueilleurs et promeneurs, nous avions très lentement inventé une première technique absolument admirable, l'agriculture. Ça a pris des millénaires pour faire un grain de blé. Celle-ci nous a sédentarisés. Il fallait bien rester en attendant que la plante pousse et rapporte. Et voilà, l'invention de l'urbanisme, elle est là. Sédentaire, il faut occuper un terrain avec tout ce que ça signifie. Si c'est autour du chef, si c'est au hasard, il n'y a pas de hasard dans l'implantation. Alors l'idée, c'est que un homme marche, et en marchant, il crée une rue virtuelle. Elle existe par son trajet. C'est une rue habitable, forcément, éternelle. Les chemins sont éternels, vivante. Il suffit de laisser s'installer des maisons des deux côtés, et voilà un élément de communication longitudinale et transversale. Je refuse qu'on appelle ça un instrument. C'est instrumenté, crac, on est dans le machinisme. Et on justifie tous les bureaux d'études d'urbanisme qui font d'abord des tracés régulateurs. Régulés, quoi. Ensuite, un autre homme vient à sa rencontre, il s'arrête et bavarde. Et leur parole crée la place publique, qui est le deuxième élément de communication. Ce n'est pas un instrument nouveau, c'est un milieu vivant où les gens se rencontrent. Il suffit, c'est l'espace de communication, il suffit de laisser s'installer un café, une mairie, une église, des commerces, une autorité, etc. Tout ça est, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, exactement aussi intact, sauf qu'on a bureaucratisé le tout et rendu abstrait. Ce sont les deux formes urbaines mythiques et éternelles. Il y a encore la cour et le jardin, je crois, au théâtre. La place et la rue ne sont pas des instruments rationnels. On marche évidemment, mais ce n'est pas ça l'important, c'est on marche entre des choses. Ce sont des liens mythiques et écologiques d'habitants. Le Corbusier n'avait pas le droit de supprimer ce système de relations pour inventer une géométrie disciplinaire. Aussi l'échiquier, qui ne fait que de parallèles, est défini par ces lignes qui sont des objets urbains qui, par définition géométrique, ne se rencontrent jamais. C'est la définition d'une forme urbaine qui a été posée sur un paysage tracé par des vivants pour le détruire. Les Grecs avaient inventé l'échiquier, mais ils ne l'ont utilisé que pour leurs colonies militaires en Asie mineure. Leur acropole, là, est une symphonie d'obliques, de désordre vivant. Il n'y a pas de parallèle. Chaque monument, chaque bâtiment a un angle précis avec un autre. Et le tout forme un désordre sublime. Ensuite, les agricultures préhistoriques ont inventé le silex taillé et le bronze, première industrie. Et automatiquement, en même temps, ils ont inventé le fordisme. Ils ont installé des fabriques centralisées. On a retrouvé des tas de silex mal taillés, déchets, et aussi le taylorisme, immédiatement accompagnant le fordisme. C'est toute la modernité qui est là. Lorsqu'ils ont divisé la population en métallurgistes et en paysans. Et ces groupes ne s'entendent plus. Et actuellement, c'est la même chose. Alors, technique contre humanisme. Quelques millénaires plus tard, un complot a réussi.
Les acteurs étaient alors les vrais Henry Ford et Frederick Taylor. Après 1810, Napoléon, etc. Naissance de l'industrie en Angleterre, dans le centre de l'Angleterre. L'un avait inventé la chaîne de fabrication où, et ce sont les mots de Henry Ford textuels, l'un pose le boulon, l'autre l'écrou, le suivant le serre. C'est Charlot, qui est le plus grand sociologue que je connaisse, dans le temps moderne. Ford avait même avoué que son modèle de mécanisme, il n'avait pas inventé, c'est celui des abattoirs de Chicago, où la bête, entre parenthèses, notre sœur disait Saint François d'Assise, suspendue au crochet d'un rail, passe lentement devant le tueur, puis devant les découpeurs successifs qui ont chacun leur geste unique, eux. Un modèle tragique devenu universel. Les bagnoles se font sur une chaîne. Volvo a essayé de faire des équipes qui font complètement une bagnole. Ils en ont profité pour faire un milieu industriel qui était habitable. Je ne sais pas ce que c'est devenu, je crois qu'on n'en fait plus. Alors, son copain, l'autre, Frederick Taylor, avait ajouté à ce système-là la déstructuration de la merveilleuse chorégraphie des artisans pour les assembler rationnellement, c'est-à-dire pour le profit, pas le profit de l'ouvrier, et de les répartir entre les ouvriers devenus des automates sur la chaîne de fabrication. Je m'étonnais, je trouvais Charlie. C'est Charlie Chaplin, un grand anthropologue. Le monde réel, naturel, lui, est totalement solidaire entre le plus petit et le plus grand. Le battement d'ailes du papillon qui fait un ouragan de l'autre côté de la Terre, etc. On le sait, on ne le vit pas. Mais il y a Jean-Marie Pelt, qui est un humain extraordinaire, explique que tout ça, ce ne sont que des relations qui maintiennent l'existence de la Terre, la vie sur Terre, etc. Et contrairement à Charles Darwin, ce n'est pas la lutte pour la vie qui a créé la société, c'est l'alliance et le travail en commun de semi-vivants qui se sont rencontrés. Il rappelle, Pelt, que la vie est née de l'alliance improbable, de la mitochondrie, c'est l'algue bleue, et du chloroplaste qui est tout petit, mais qui fait la photosynthèse de la lumière et fabrique l'oxygène. C'est un métier. Ça a fait le premier être vivant. Auparavant, il y avait des tendances, mais pas d'objets. Jean-Marie Pelt explique que la nature ne vit pas de lutte pour la vie, mais d'association ininterrompue. On a interprété l'évolution décrite par Darwin, mais il n'est même pas coupable de ça, d'après l'observation de la société anglaise du XIXe siècle qui avait créé le capitalisme à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec la vie. Alors ça fait que l'association obscène entre la technologie et les finances nous dirige. On est colonisé par les finances et tout ça. Elle avait permis le nazisme. On s'en rappelle, car sans l'un ou l'autre, jamais Hitler n'aurait pu subvertir l'Europe. Il lui fallait du fric pour payer ses industries, ses matériaux. Il a pris le fric, même anglais, juif, etc., pour se financer et a pu fabriquer des canons. Il a pu conquérir l'Europe. L'armée française était le triple de l'armée nazie, mais n'était pas organisée. Alors les 30 glorieuses de l'économiste Jean Fourastier étaient en réalité les plus noires de l'humanité, où les techniques les plus destructives de la nature ont été élaborées et acceptées sans hésitation. Des résolutions. L'humanisme doit gérer une nouvelle basse technologie. Celle-ci n'est pas une technologie de pauvres, mais une violente décolonisation à l'aide d'ingénieurs homéopathes, ils sont fâchés quand je mets les mots ensemble, devenus violents. Ils devront interdire la monstrueuse quantité de systèmes et de procédés polluants,
pour refonder une civilisation innocente. C'est une tâche monstrueuse et probablement impossible, mais petit à petit, on arrive à renverser la direction en tous les cas. Et alors, associés aux anti-OGM, à José Bové, aux indignés, ils atteindront sans doute la guerre civile, si tout va bien. Et à la longue, ce sont toujours les non-violents qui gagnent. Il n'y a aucun risque que des ingénieurs homéopathes soient violents au point de menacer la société. Et ils interdiront peu à peu les techniques voraces, mais quand? Alors, des notions, on connaît ça. En sciences économiques, officiellement, il y a 2 systèmes de décision. Le rationaliste, j'invente rien, Herbert Simon, avec son GPS, General Problem Solving, a même reçu un prix Nobel. Pourquoi faire? Pour lui, tout est problème et tout trouve une solution. Mais la maison est une liturgie avant d'être un problème. Le planning GPS est abstrait, mécanique et irréversible. Une fois qu'on a mis le pied dans la phase A, on passe automatiquement à la phase B. Il n'y a pas de rétroviseur au véhicule. On ne regarde pas derrière soi le merdier qu'on a réussi à créer. Et au bout, il détruit simplement la planète. C'est le meilleur moyen. Ensuite, il y a l'inverse. Ça s'appelle l'incrémentaliste. J'ai cherché sur Internet si les Nord-Américains qui habitaient Harlem et qui étaient menacés par la ville de New York de démolir tous leurs bâtiments pour vendre les terrains et faire des grands immeubles, et qui avaient été protégés par, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était avocat et architecte, étaient morts trop tôt. Les étudiants, je voulais savoir si ça avait continué. Les étudiants avaient continué à certains professeurs. Ils sont arrivés à faire une guerre entre les Afro-Américains, les Portoricains et les pauvres Américains, etc. Ils ont bloqué l'autoroute, la ville a de suite compris, et c'est la fin de la participation américaine. Lindblom, sur Internet, il y a très peu de textes français. Les Français, c'est les Canadiens qui l'ont écrit, le reste, c'est anglais-américain. Il appelle Disjointed Incrementalism, The Science of Muddling Through, traduit mot à mot, l'ajout d'un élément après l'autre, sans cohérence. C'est la science de la débrouillardise pour arriver à s'en sortir. Voilà une définition scientifique active. Elle est fondée sur le désordre créatif et l'intuition et non pas sur le calcul. On peut aussi la définir par pas à pas ou au fur et à mesure. Les mots existent, il suffit de les suivre. Ou encore, on apprend à marcher en marchant, pas avec un bouquin. Il dresse aussi un planning perte, donc des chemins critiques, mais il surveille son contexte et modifie son travail d'après son expérience continue. Au moment où il a quitté A pour faire B, il s'est arrêté au bout de A, il a regardé, il n'est jamais arrivé à B, il est arrivé à B' au bout des secondes, etc., en tenant compte de ce qu'il a mal fait. Il n'arrive jamais à Z, il arrive à une humanité qui n'a pas de définition comme ça. C'est l'expérience qui fait la chose. Et le premier contexte qu'il doit respecter, il est là pour exprimer cela en fonction du contexte. Le contexte, c'est l'homme, c'est le voisin, c'est le type en face. Et une question, est-ce qu'il a encore un avenir, celui-là? Ainsi simplement, il protège la planète, lui. Voilà. Il n'est pas fatigué. Mais non, on est en vie. Oui. Alors, je continue. Le Bauhaus, on en parle. Autant il était salutaire, et je l'admire profondément. À son époque, c'est vers 1920. Autant il est désuet aujourd'hui et néfaste. Je ne comprends pas comment on puisse enseigner le Bauhaus comme un motif d'éducation d'architecte. Actuellement encore. Comme une histoire de l'art, c'est important, mais dire les circonstances dans lesquelles il a répondu à quelque chose. Il est devenu néfaste. Car entre-temps, tout a changé quand même. Newton n'est plus vrai face aux objets trop petits ou trop grands.
Einstein a confisqué les certitudes physiques, la réalité a été traduite en quanta par Niels Bohr, on ne sait plus comprendre la matière. Prigogine a décrit la négantropie et le chaos créatif. Et tout ça, associé librement l'un avec l'autre, crée un milieu de compréhension du monde qui est unifié et qui est sûr de ses incertitudes. Ensuite, Adolf Hitler a mis l'Europe à sac, disons 40 millions de morts. C'est quand même important de dire qu'entre Gropius et nous, il y a 40 millions de morts. Alors, comment peut-on encore enseigner aujourd'hui, selon le Bauhaus? On peut l'enseigner comme terre de démarrage, mais ce n'est pas ça qu'on fait, on le prend comme modèle. Et Neufert est le deuxième criminel. Car c'est ce modèle devenu nostalgique qui nous empêche d'en créer un plus adéquat. Il prend la place de ce que nous devrions faire. Il y a une solution, elle est généralisée, elle est enseignée, elle est reçue, elle est obligée par tous les bureaux d'études d'ingénieurs. Les urbanistes sont des mécaniciens, ce n'est pas des poètes. Tout ce que j'ai raconté, ils ne savent pas. Et on a quelques figures d'objets qui sont plus significatifs. L'agglomérat est produit par une procédure. L'agglomérat, c'est une masse d'objets ou de vivants réunis par une procédure artificielle. Il y a un règlement, il faut le suivre. Il est artificiel, il est en soi, il est égocentrique. L'inverse, c'est le conglomérat, processus. Il est formé par des sujets vivants qui veulent se réunir par un processus d'empathie. Tout ça est devenu flou et efficace. Le reste est brutal. Ensuite, la vicinitude, je traduis simplement le mot anglais, nearness, c'est pas une découverte, donc c'est la distance au-delà de laquelle les interlocuteurs, habitants par exemple, ne se rencontrent plus, naturellement. On aurait pu économiser 15 000 décès prématurés, ils appelaient ça, lors de la grande sécheresse de 2010, je crois. C'était surtout des vieux, des sourds et des muets, qui n'avaient pas d'instrument de communication. Dans une rue d'une dimension moyenne, les relations passent de fenêtre à fenêtre. On peut se saluer, on se connaît, on connaît la silhouette, même si on ne se parle pas, en cas de panique, on se connaît. Dans les grands boulevards, c'est trop large. Ce n'est pas les arbres qui gênent, mais la distance est trop grande. Gaston Bardet explique qu'à la Libération, il y a des quartiers qui mettaient les drapeaux français aux fenêtres. La Libération était assurée, mais ça s'arrêtait au boulevard. Les gens en face n'en mettaient pas, ils ne savaient pas les choses et ça ne communique pas. C'est comme ça qu'on peut découvrir des sortes d'unités floues qui ne sont pas des quadrilatères. Alors la décroissance, qui est un mot qu'on ne peut pas prononcer en France parce que ça met les gens en colère, ça n'est pas un projet. C'est pas on va faire un projet de décroissance. C'est un fait plus respectable qu'un Lord Mayor, dit-on, qu'il est urgent de rendre soutenable. Et il faut savoir que ça existe tout seul. Mais on a peur du mot plus que de la chose. En Italie, non, décrescenza, ça passe. Alors, il me reste deux questions qui m'angoissent. Ce qu'on appelle la forme urbaine ou le gestalt, donc la signification du système de relations qui fait une ville. Il ne faut pas demander aux techniciens, architectes, urbanistes, administratifs, ils ont déjà répondu en 1960. La machine à habiter, au moyen des préfabriqués sociaux, on appelait ça, devenue une architecture criminogène, à démolir aujourd'hui par 10 000 à la fois. Chapeau. À Clichy-sous-Bois, je vérifie toujours sur Internet parce que je crois me tromper, ils ont brûlé 10 000 bagnoles en 22 jours, avec plus de 200 immeubles publics, poursuivis par les CRS avec un téléphone à la main, c'est tout. Ils ont réussi à faire ça. On ne peut pas demander à Bouygues d'assurer dans un contrat de brûler 10 000 bagnoles poursuivies par les CRS. Personne ne sait faire, mais ça s'est fait. On ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où. Moi, je voulais savoir où est-ce que ça s'est passé.
Et ça s'est passé à peu près seulement dans les préfabriqués, dans les grands ensembles artificiels. Dans du vieux, dans du sale, dans du beau, ancien, diversifié, ça ne brûle pas. Quand même, c'est un enseignement. Alors, je parle de quartier, pilote croisé. Je ne connais aucun industriel, j'en sais quelque chose, assez sot pour appliquer un procédé nouveau sans le tester dans une usine pilote en vraie grandeur. Donc l'urbanisme, c'est la même chose. Mais c'est le contraire qu'on fait. On fait d'abord des plans, on détaille le tout, on fait des cellules, toutes les mêmes puisqu'on ne sait pas pour qui c'est fait, et on laisse entrer les gens qui cassent tout. On verra comment ça se casse aussi. Il faut alors inviter des groupes sur un projet réel et les faire projeter librement une manière d'habiter qui leur convienne. Il ne faut pas de jugement. Il y a des choses qui conviennent à des gens qui ont une autre mentalité que nous, mais c'est eux qui vont habiter, pas nous. Ensuite, croiser divers groupes pour repérer des constantes et enfin choisir une et la réaliser le plus vite possible. Et pas attendre qu'elle soit finie pour réaliser la deuxième. On a déjà appris suffisamment de choses. Et évidemment sans devoir obéir aux normes officielles. Je n'ai aucun mépris pour les normes officielles, et même pour les DTU. C'est une merveille de science, mais elle est frigide. Elle ne peut pas répondre à des questions vivantes. Mais c'est admirablement fait quand même. D'urgence, il faut habiter ces expériences pour en observer les évolutions et corriger les erreurs. Évidemment, il y en a. En cours de chantier, on peut déjà en trouver. Nous pourrons espérer découvrir des formes urbaines cohérentes, mais encore peu sûres. Donc c'est à long terme maintenant. Tout ceci doit être hautement transformable. Parce qu'il y a une chose dont nous sommes certains, c'est qu'on se trompe. Donc il ne faut pas faire ça fixe de telle façon que si on veut abattre le mur entre la cuisine et le séjour, dans la moitié des appartements modernes, c'est déjà démoli. C'est incroyable, mais ça, c'est une chose importante actuellement, inévitable. Donc, il faut dévisser, et puis c'est bon. Et les cloisons mobiles, c'est ça. Alors, sur les matériaux innocents, mais je dis le 10e, le 100e de ce que cette merveille de persuasion technique qu'est la règle de l'écologie en habitat, la haute qualité environnementale, qui n'est pas une règle, qui est une explication. Si on veut faire telle performance, voilà comment on peut le faire, voilà comment on le fait, et voilà comment on punit celui qui l'a raté. Donc ayant choisi, le maître d'ouvrage dit ce qu'il faut. À Caudry, on avait 67 cibles, avec une colonne à droite de toutes les cibles, qui permettait à l'entrepreneur d'en faire plus. Et il était payé par unité de quelque chose de plus. Donc c'est par définition le bâtiment le plus écologique de France. Ça n'a jamais été dit parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on attend. Il nous reste comme matériaux or, ciment et béton ni acier. Il ne faut pas jeter tout ça, mais économiser au maximum. Terre crue ou cuite, sable et chaud, isolants végétaux ou animaux, bois de grosses sections puis de petites sections. Il faut déshomogénéiser la construction et déshomogénéiser l'ingénieur surtout. Et choisir le matériau et la technique par rapport à la situation en hauteur. Le 6e étage n'est jamais qu'un bungalow léger posé sur le 5e, qui est un peu plus lourd sur le 4e, jusqu'aux fondations qui sont très lourdes. Et comme ça, on arrive à choisir les matériaux les moins polluants, qui est quand même difficile à atteindre actuellement sans ça. Mais il faut surtout s'attendre à une explosion de basses technologies spontanées. On ne les organise pas, celles-là, elles naissent, qui commencent déjà à remplacer les brutalismes actuels. Ces matériaux vertueux permettent déjà de construire 6 à 9 étages sans béton ni acier. Il y a un bâtiment en Angleterre, une demi-tour en Angleterre qui fait, je crois, une douzaine d'étages, qui est entièrement en bois. Ils ont des projets pour aller plus haut. Donc c'est possible. Économiquement, probablement aussi, il faut vérifier.
Ça réalisera par exemple la densité de Paris intramuros. On ne peut pas dire que ce soit inhabitable. La plus forte et la plus civilisée, sans pollution. Les tours n'atteindront jamais ces qualités et même ces densités-là. Le plan voisin du Corbusier, qui est une affiche de propagande pour vendre une voiture voisin, et pas du tout un plan d'urbanisme, a été orné de bâtiments Le Corbusier autour d'un milieu qui est au milieu de nulle part, qui n'a aucune existence. Il y a des arbres pour meubler un peu, mais c'est atroce comme plan. Mais je ne critique pas Le Corbusier, elle a demandé une affiche, on ne lui a pas demandé un avenir de l'urbanisme, ce qu'on l'accuse d'avoir fait. J'aime bien Le Corbusier, donc. Commençons donc tout de suite, et si on ne sait pas encore bien comment, on apprendra à construire en construisant, pas à pas. C'est ça l'incrémentalisme. Donc j'ai fini ici.